Oui, oui. Le président du Conseil des droits de l'homme, monsieur le directeur de, que dois-je dire, Universal Rights Group, du groupe des droits universels, on s'entend. Chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous souhaiter, monsieur le président du Conseil, une très chaleureuse bienvenue parmi nous pour l'ouverture de ce séminaire en cassation du groupe francophone sur les droits de l'homme. Votre présence à nos côtés ce matin témoigne de l'estime que vous portez à ce groupe et de la confiance que vous avez dans la valeur ajoutée qu'il apporte aux travaux du Conseil. Je vous remercie pour ce soutien et saisis cette occasion pour vous exprimer au nom de tous les collègues présents ici, au nom des pays membres de notre groupe et au nom de l'Organisation internationale de la francophonie, notre plein appui. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tout à l'heure au déjeuner pour un échange avec les ambassadeurs, avec les experts, autour des méthodes de travail du Conseil des droits de l'homme et de son interaction avec l'Assemblée générale des Nations unies. Vous nous revenez fraîchement dans le séminaire qui vient de se tenir à Berlin. Nous aurons grand plaisir à vous écouter et je vous remercie d'avance de votre disponibilité. Je voudrais également adresser mes remerciements à tous les membres de ce groupe de travail, les droits de l'homme quant à personne pour cette initiative, avec bien entendu une mention particulière pour nos co-présidents, nos amis du Canada et du Maroc, pour leur engagement constant et pour toute l'énergie qu'ils mettent au service de ce groupe de travail. J'associerai à ces remerciements nos amis du groupe des droits universels, avec lesquels nous sommes très heureux d'engager aujourd'hui cette première collaboration et espérons bien entendu en engager d'autres à l'avenir. Nous sommes réunis ce matin parce que nous avons pris la décision au sein du groupe de travail des droits de l'homme d'organiser des rencontres informelles entre les sessions du Conseil des droits de l'homme sur une base régulière. Ce, afin de permettre aux délégations francophones nationales de partager des informations et d'échanger sur les sujets et débats clés qui sont sur la table du Conseil. Nous retrouver ainsi, loin de la pression des sessions du Conseil des droits de l'homme, nous permet de dresser un bilan de la session précédente et de tracer des perspectives en vue de la session suivante du Conseil, avec pour objectif, bien entendu, de mettre toutes nos délégations francophones au même niveau d'information et, dans toute la mesure du possible, à partir du moment où nous échangeons des informations, nous sommes en mesure de mieux nous comprendre et pourquoi pas de rapprocher éventuellement les positions. Le séminaire d'aujourd'hui va un peu plus loin car il ambitionne également de se pencher cette fois-ci sur une problématique particulière, celle de l'adoption des résolutions. Il s'agira, à partir de cas pratiques, d'analyser les processus de négociation, les bonnes pratiques enregistrées, les leçons apprises et d'aborder, bien entendu, l'épineuse question de la mise en œuvre des résolutions. La session de l'après-midi, quant à elle, devrait nous permettre de mieux nous préparer à la 29e session du Conseil. Il débute dans un peu plus de 2 semaines maintenant. Cet exercice devrait nous permettre de passer en revue l'ordre du jour, le programme et les principaux enjeux de la session, d'échanger sur les différentes initiatives qui seront prises à cette occasion, aussi bien par nos États membres que par les autres membres, et aussi, je l'espère, d'identifier éventuellement les thèmes qui revêtent une importance particulière pour notre groupe et qui pourraient faire l'objet d'éventuelles prises de position communes. Il s'agira aussi de procéder à un échange préliminaire sur les résolutions envisagées, de partager nos points de vue à leur sujet, d'anticiper les éventuels points de clivage et d'identifier, le cas échéant, ce qu'un groupe comme le nôtre, riche de sa diversité et de ses appartenances géographiques multiples, peut offrir comme passerelle permettant d'aider à construire des consensus plus larges. Il ne me reste plus qu'à remercier toute l'équipe de la représentation, Bacardi, Émilie et toute l'équipe, pour tout ce qu'ils ont pu faire pour organiser et faciliter l'organisation de cette session. Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre attention. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, et puis je donne la parole à Soumas, directeur de l'Université de Paris. Vous avez la parole.
Excellence, Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Excellence, Monsieur le représentant permanent de l'OIF, Excellence, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que nous avons l'honneur, en partenariat avec la délégation permanente de l'OIF à Genève, d'organiser ce premier séminaire d'intercession avec le groupe francophone à Genève. Étant moi-même originaire de l'espace francophone de l'Afrique subsaharienne et océanique, vous comprendrez de là la fierté et le plaisir que je trouve à exprimer devant le groupe francophone à Genève. Dans ce sens, je tiens à remercier chaleureusement son Excellence ambassadeur Habib Touabi, représentant permanent de l'OIF à Genève, et son équipe pour leur précieux soutien à la concrétisation de cet événement. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, de nous faire l'honneur de participer à ce séminaire intercession du groupe francophone. Excellence, Mesdames et Messieurs, l'objectif de l'UEAG est de soutenir et renforcer le processus de prise de décision dans le système des droits de l'homme. Pour ce faire, l'UEAG effectue en temps opportun des études et des analyses rigoureuses, claires et pertinentes pour la formulation des politiques. L'UEAG agit aussi comme une plateforme pour le partage d'informations, de nouvelles réflexions sur les politiques en matière de droits de l'homme, afin de faciliter le dialogue, les discussions et les débats sur les enjeux majeurs des droits de l'homme qui se posent à la communauté internationale. Nous visons aussi à utiliser nos informations et nos analyses comme base pour le renforcement des capacités et la formation ciblée des pays, plus particulièrement des PMA et des PEID, ont besoin de cette assistance. Excellences, Mesdames et Messieurs, après des débuts hésitants, on estime généralement que le Conseil des droits de l'homme a amélioré ses performances au cours de ces dernières années. En même temps, au cours de ces 9 ans et 28 sessions depuis sa création, le Conseil a adopté un total de 799 textes, dont la majorité sont des résolutions, les autres étant des décisions procédurales ou des déclarations présidentielles. Le niveau et le nombre de participation dans le segment de haut niveau du Conseil et de ses sessions amplifie aussi son importance. Par exemple, pendant la session de mars cette année, il y avait 90 dignitaires qui ont fait des interventions, y compris 2 chefs d'État. Il y a eu plus de 2000 participants dans la salle du Conseil pendant la même session. Quelques 170 manifestations parallèles ont été organisées par des ONG sur des questions thématiques et des situations des droits de l'homme dans des pays. Environ 200 ONG ont assisté à la session. On constate à travers ces chiffres croissants du Conseil en tant que le Conseil devient de plus en plus une plateforme importante pour la discussion et l'avancement des droits de l'homme, ainsi pour adresser des questions urgentes sur des situations de violation des droits de l'homme. Le fait que le Conseil des droits de l'homme ait démontré sa capacité à tenir presque autant de sessions extraordinaires que des sessions ordinaires est un témoignage de son réactivité face à des situations de violation des droits de l'homme, où qu'elles se produisent, soit des pays ou des questions thématiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, une tendance notable qu'une étude faite par l'UEAG démontre sur l'efficience du Conseil des droits de l'homme et la baisse relative des résolutions présentées par un seul pays et une augmentation correspondante de l'importance de ce qu'on appelle les groupes transrégionaux. Ces groupes, ce sont des groupes de 4 ou plusieurs États, souvent avec une représentation des différentes régions, qui travaillent ensemble pour élaborer, négocier et soumettre des résolutions pour être considérées par le Conseil des droits de l'homme. L'objectif de ces groupes a été un réel désir de renforcement du consensus, d'amélioration de la qualité du texte en engageant les différents pays de différentes régions. Notre étude démontre aussi que parmi les 10 premiers États les plus prolifiques au sein de cette configuration, les 2 premiers sont francophones, nommément le Maroc et la Suisse. Cela démontre la capacité des pays francophones à dépasser des clivages régionaux sur des thématiques sensibles négociées lors des sessions du Conseil des droits de l'homme. Il est aussi à noter qu'environ 30% des résolutions adoptées en 2014 par le Conseil a été menée par un pays francophone en coalition avec 2 États membres de l'ONU. Toutefois, on note, tandis que 100% des résolutions soumises par les groupes transrégionaux ont été adoptées en consensus dans leurs premières années de leur apparition, leur capacité à assurer cette tendance a diminué depuis 2010.
À la lumière de cette polarisation croissante des sujets thématiques observés lors des dernières sessions, il devient plus que jamais nécessaire que les États amorcent une réflexion approfondie, non seulement sur les approches à l'égard des travaux du CDH, mais aussi la nécessité que ces travaux soient conduits dans le respect du principe d'universalité, d'impartialité, d'objectivité, de non-sélectivité, de la coopération et du dialogue constructif au niveau multilatéral. C'est dans ce contexte que l'URG organise ses restraites intersessions avec l'objectif, entre autres, de discuter d'une façon informelle et d'un esprit de dialogue et sur des questions potentiellement sensibles afin d'atténuer les divergences des positions éventuelles, de renforcer les axes de coopération et faciliter l'atteinte du consensus dans les travaux du Conseil. 3. Améliorer l'échange d'informations et renforcer les capacités de délégation, plus particulièrement des petites délégations. À ce sujet, on note aussi qu'en 2007, les États francophones représentaient environ 28% des membres du Conseil, alors qu'en 2014, les États francophones représentaient environ 17% des membres du Conseil, soit une baisse de 11%. Cette retraite nous permettra aussi d'identifier les contraintes que font face les pays francophones dans leurs aspirations à devenir d'un prochain avenir membre du Conseil. À ce sujet, nous aurons une présentation dans l'après-midi par le représentant du commissaire des droits de l'homme sur les fonds pour le renforcement des capacités des PMA et des PIED dans les travaux du Conseil. Mesdames et messieurs, la volonté d'inspiration solidaire et pratique à la francophonie donne la communauté francophone d'une expérience originale de concertation transrégionale, des centres d'expérience et d'expertise et d'action concertée en appui au progrès de la démocratie et des droits de l'homme. Je suis confiant aujourd'hui que le délibération pendant ce séminaire contribuera à des dynamiques plus convergentes et plus consensuelles pour la prochaine 29e session des droits de l'homme. Merci. Merci, Sylvie. Ambassadeur Rucker, Monsieur le Président, merci de nous rejoindre ce matin. Je vous cède la parole. Merci. On doit essayer, peut-être c'est plus audible. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, tout d'abord je voudrais remercier l'Organisation internationale de la francophonie et son représentant permanent à Genève, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur Boabid, et Universal Rights Group de m'avoir invité à participer à ce séminaire intercession organisé sous l'égide du groupe des ambassadeurs francophones. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui et vous adresser quelques mots à cette cérémonie d'ouverture et d'avoir aussi l'opportunité d'échanger lors du déjeuner autour des méthodes de travail du Conseil des droits de l'homme et de l'interaction du Conseil avec la 3e commission de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est la deuxième fois que j'ai le plaisir d'être parmi vous depuis le début de mon mandat et c'est toujours enrichissant de pouvoir dialoguer et partager des idées avec votre groupe. En tant que groupe transrégional, le groupe francophone a son mot à dire. Je me réjouis aussi du rôle et des efforts de la francophonie au sein du Conseil en matière d'assistance technique et de renforcement de capacités dans le domaine des droits de l'homme. D'ailleurs, j'ai été informé que la guide pratique sur les mécanismes et procédures du Conseil des droits de l'homme publiée par la francophonie sera aussi bientôt disponible dans la langue arabe. Cette guide est un excellent outil permettant aux délégations de se familiariser avec le fonctionnement du Conseil et de mieux contribuer à nos travaux. Je suis aussi conscient de l'importance pour les délégations de pouvoir s'exprimer et travailler effectivement dans les langues officielles des Nations Unies et en particulier dans les 2 langues de travail. Comme vous, j'attache une grande importance au multilinguisme. Les contraintes financières et des ressources en général nous imposent malheureusement des limitations, mais comme je vous avais assuré lors de notre rencontre le mois de février dernier, je
continuerai à faire de mon mieux pour voir avec les services correspondants ce qu'on peut faire à ce sujet. D'ailleurs, lors de mon récent voyage à New York, j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame la sous-secrétaire générale à l'Assemblée générale et à la gestion des conférences des Nations Unies, et je lui ai transmis l'importance d'avoir à temps les rapports à être considérés par le Conseil. Ils font aussi de son mieux, compte tenant leurs contraintes, notamment la quantité des rapports qu'ils doivent traiter ainsi que la soumission tardive. C'est encore un problème. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme j'ai souligné à plusieurs reprises, le dialogue est la base des travaux dans notre Conseil. Depuis les débuts de ma présidence, j'ai tenu à maintenir un dialogue ouvert et transparent, et je ne cesserai pas de répéter que les portes de mon bureau sont toujours ouvertes. Je salue donc toutes les initiatives comme celle d'aujourd'hui qui invitent à la réflexion et qui invitent à la discussion. Je suis de l'avis que l'on ne peut pas bâtir des ponts qu'avec un dialogue franc. Ce séminaire, à mi-chemin entre la session de mars et la session de juin, est une excellente opportunité pour dresser un bilan et commencer à se préparer pour la 29e session du Conseil qui débutera le 15 juin. D'ailleurs, au sein du bureau du Conseil, notre bureau, et comme reflété dans le procès verbal, nous avons fait aussi un exercice de réflexion sur la 28e session du Conseil afin de tirer des leçons. Par exemple, sur le mainstreaming panel et la nécessité entamer le processus plus tôt. Je profite de cette occasion pour féliciter les efforts de coordination du groupe francophone et la francophonie et leur rôle actif lors de la session, notamment par les déclarations communes que vous l'avez mentionnées. Au mois de mars, une grande variété de sujets et situations des droits de l'homme ont été abordés, qui d'ailleurs s'avèrent très complexes. Néanmoins, il faut souligner que la grande partie de 34 résolutions ont été adoptées par consensus, même si derrière il y a de longues et difficiles négociations. Cela témoigne de la capacité du Conseil de surmonter les différences politiques par un dialogue. Justement, dans le cadre de ce séminaire, vous aurez l'opportunité d'aborder 2 cas concrets de résolutions adoptées à la 28e session. J'espère que cet esprit de consensus, cet esprit de Genève va prévaloir lors des prochaines sessions du Conseil. J'espère pouvoir compter sur vous pour assurer le bon déroulement de nos travaux et débats au Conseil. Comme vous avez vu dans le programme de travail adopté mardi dernier à la réunion d'organisation de la session de juin, nous avons à nouveau devant nous une intense session de travail. Je voudrais aussi souligner que c'est dans cet esprit de dialogue dont je vous parlais que nous avons eu mardi dernier la conversation informelle avec le haut commissaire. Mais revenons à la 29e session. On peut dire que la session de juin, c'est la session des droits des femmes par excellence, avec une journée de discussion y dédiée. Vous avez le programme avec vous, je ne veux donc pas entrer dans le détail, mais on tiendra aussi des dialogues interactifs avec 21 titulaires de mandat de procédure spéciale, thématique et de paix, ainsi que les commissions d'enquête sur la Syrie, l'Érythrée et le Gaza. Une discussion-débat sur la jouissance sur un pied d'égalité du droit à l'éducation des filles et un autre sur les effets du terrorisme auront aussi lieu. En outre, on écoutera le compte-rendu oral du rapport du haut-commissaire sur les violations et abus commis par Boko Haram suite à la 23e session spéciale du Conseil.
Enfin, comme vous avez entendu lors de la réunion d'organisation, nous attendons environ une vingtaine de projets de résolution à être soumis. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous savez, 3 des priorités de ma présidence portent sur l'amélioration de la relation institutionnelle entre Genève et New York, ainsi que sur la fonctionnalité et l'efficacité du Conseil. Sur ces 2 premiers sujets, on aura l'occasion d'en parler en profondeur et d'une façon informelle lors du déjeuner, y inclut quelques leçons de notre réunion informelle à Berlin, quand on discutera autour des méthodes de travail du Conseil ainsi que de son interaction avec la 3e commission. Je suis ravi de pouvoir partager des idées avec vous. Je vous souhaite une matinée de discussion fructueuse et on se retrouve à midi. Merci de votre attention.